Le compte à rebours repart. Mesdames et messieurs, jour 27 de la guerre avec l'Iran, préparez-vous à des moments forts. À l'expiration de l'ultimatum de 48 heures de Trump à Téhéran lundi matin, le président n'est pas passé à l'acte. À la place, il a publié des détails sur des négociations avec l'Iran que Téhéran continue de nier avoir eues. Personne n'était même vraiment sûr de savoir qui dirige réellement les choses là-bas en ce moment, ce qui peut rendre les négociations un peu compliquées. Qu'il y ait discussion ou non, tout avance vite, surtout pour le renforcement militaire américain dans la région. Un nouveau déploiement de troupes a été annoncé hier, les marines devant arriver d'ici vendredi, juste avant la nouvelle échéance fixée par l'administration. Tout indique que Trump était peut-être dans une impasse avec la dernière échéance, mais a trouvé une porte de sortie. Mais cette fois-ci, il semble que l'échéance de vendredi soit la bonne, quoi que cela puisse signifier. L'art de la prolongation. Comme évoqué lors de la dernière mise à jour, ultimatum du président Trump samedi soir, rouvrir le détroit d'Ormuz sous 48 heures. Sinon, les États-Unis détruiraient les centrales iraniennes, ce qui a aussitôt entraîné une contre-menace de Téhéran, touchée à nos réseaux électriques. Et chaque usine de dessalement, chaque installation énergétique et chaque infrastructure critique que nous pourrons atteindre dans tout le Golfe deviendra une cible. Tasnim, média semi-officiel iranien, a publié une liste de cibles incluant des dirigeants de sociétés technologiques américaines dans la région. Les deux camps campaient sur leur position, le temps passé, et lundi matin, on se demandait si Donald Trump passerait à l'acte. Eh bien, pour ceux qui veulent éviter les spoilers sur l'histoire récente, il ne l'a pas fait. À la place, le président a publié sur Truth Social ce que personne n'avait vu venir, en disant qu'il avait participé à des négociations avec l'Iran ces derniers jours et que les frappes qu'il avait promises contre leurs infrastructures énergétiques seraient reportées pour une période de 5 jours. Et que si tout se passait bien, nous pourrions aboutir à une résolution complète et totale des hostilités au Moyen-Orient. Au moment où il pensait que ça ne pouvait empirer, Téhéran a tout nié. Une réelle incertitude demeure sur qui dirige là-bas actuellement. Comme le dit l'expression « Qui appelez-vous pour joindre l'Iran ?», il semblait que tout le gouvernement iranien affirmait qu'aucune discussion n'avait lieu, ou du moins ne le reconnaissait pas. De le CGRI au ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, Mohamed Ghalabaf, le président du Parlement, est l'homme. Les médias israéliens l'ont présenté comme l'homme avec qui Trump parlait, et il a publié sur X en qualifiant toute l'affaire de fake news. Qu'il y ait eu ou non de vraies négociations, tout cela semblait destiné à influencer les marchés pétroliers. Le marché n'a pas attendu et le prix du brut a chuté de plus de 10% en quelques heures après l'annonce de Trump. Avec l'optimisme que le détroit d'Ormuz rouvrirait après un cessez-le-feu, les affaires reprendraient presque normalement. Les marchés boursiers dans leur ensemble ont également rebondi, avec 2000 milliards de dollars d'entrées de capitaux dans toutes les classes d'actifs. Et cela justement aide à comprendre pourquoi Donald Trump a fini par reculer. Pourtant, même si ces négociations étaient vendées peut-être illusoires, le renforcement militaire est bien réel. Avec environ 2500 marines de la 31e unité expéditionnaire des Marines à bord de l'USS Triple E déjà en route. Et entre 1500 et 3000 soldats de la 82e division aéroportée, la meilleure force d'intervention rapide des États-Unis, ont reçu l'ordre de se déployer hier seulement. Fait intéressant, les Marines arriveront dans la région d'ici vendredi, à temps pour la nouvelle échéance fixée par Trump. Et il se trouve que le New York Times a publié hier un article détaillant un plan en 15 points que l'administration a présenté à Téhéran. Et c'est plus ou moins exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des exigences maximalistes comme l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium, de strictes restrictions sur le programme de missiles et la fin du soutien au Hezbollah, aux Houthis et aux autres groupes dans la région. Les gardiens de la révolution ont renforcé leur pouvoir dans le régime iranien affaibli. Il ne devrait pas être très surprenant qu'ils ne soient pas vraiment enthousiastes à l'idée de faire des concessions, mais malgré cela, leur contre-exigence était audacieuse. Téhéran demande la fermeture immédiate des bases américaines dans le Golfe, des réparations pour tous les dégâts causés par la campagne et la levée de toutes les sanctions, et exclut fermement toute négociation concernant leur soutien aux forces supplétives dans la région. Inutile de préciser que l'échéance de vendredi reste fermement maintenue et Téhéran semble prêt à voir si Donald Trump bluffe. La grande question maintenant est de savoir si les choses vont vraiment dégénérer ce week-end, ou si nous allons assister à l'ultime volte-face. Vu ce que cette guerre coûte à l'Amérique sur la scène internationale, les marchés semblent déjà soupçonner la seconde option. Juste avant de continuer, un mot rapide de notre sponsor. Écoutez, une chose étrange que vous pourriez essayer tout de suite, c'est de taper votre propre nom sur Google. Vous trouverez probablement des sites web qui affichent des informations comme votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, peut-être même ceux de vos proches. Peut-être même des dossiers vraiment anciens. Des courtiers en données collectent souvent ces informations et les publient en ligne, où elles sont accessibles à tous, y compris escrocs, harceleurs ou entreprises établissant des profils à votre sujet.
Nous vivons dans un monde étrange. Incogni intervient en contactant automatiquement des centaines de courtiers en données et sites web pour demander la suppression de vos données personnelles. Au lieu de passer du temps à envoyer vous-même des demandes de suppression, Incogni s'occupe de tout le processus et continue de faire le suivi pour s'assurer que vos données restent supprimées. Mais la fonctionnalité sur laquelle ils se concentrent actuellement, ce sont les suppressions personnalisées. Si vous trouvez une page web spécifique qui expose vos informations personnelles, vous pouvez simplement soumettre ce lien à Incogni. Leurs experts en protection de la vie privée la supprimeront pour vous, même si elle n'est pas dans leur base automatisée. Autrement dit, vous n'êtes pas limité à une liste fixe de sites. Vous pouvez cibler presque toute page exposant vos données personnelles, car ils ne peuvent pas en abuser s'ils ne les trouvent pas. Pour reprendre le contrôle de vos données, allez sur incogni.com/warfronts et utilisez le code WARFRONTS pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Et maintenant, retour à l'épisode d'aujourd'hui. Le coup de la guerre. Lors de la première semaine de l'opération Fureur épique, quelques frappes de drones iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz ont suffi à convaincre les assureurs de la flotte mondiale de pétroliers. Malgré les primes d'assurance pour la grande majorité des navires qui traversaient, ce qui s'accompagnait d'équipages qui n'étaient pas vraiment enthousiastes à l'idée de diriger leurs navires à travers une zone de guerre active. Un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et une part importante de son gaz naturel liquéfié passent par le détroit chaque jour. Et l'Iran l'a effectivement fermé, et cela ne concerne que le transport maritime. N'oubliez pas, même si on ne vous en voudrait pas si c'était le cas, vu la quantité d'actualités qui tombent chaque jour, que les infrastructures énergétiques ont également été attaquées dans la région. Israël a lancé les hostilités le 18 mars en frappant South Pars, le plus grand champ gazier d'Iran, qui fournit plus de 70% du gaz naturel domestique du pays et qui est en partie partagé avec le Qatar. Quelques heures plus tard, l'Iran a riposté, leurs missiles ont frappé des installations au Qatar, visant l'autre côté de Ras Laffan. Ce n'était pas un tir d'avertissement. Les dégâts ont interrompu 17% de l'approvisionnement en GNL. Le directeur général de Qatar Energy estime que les réparations pourraient durer de 3 à 5 ans. Mais l'Iran ne s'est pas arrêté. La raffinerie saoudienne de Yanbu a ensuite été visée, ce qui fut d'autant plus douloureux que le royaume y avait redirigé le pétrole. Afin de contourner complètement le détroit, leur géographie leur offre une précieuse alternative via la mer Rouge, donc inutile de dire qu'ils n'étaient là pas satisfaits. Le Koweït a aussi été touché, des frappes ayant visé 2 jours de suite la raffinerie de Mina al-Hamadi. Les dégâts ne se sont donc pas limités au détroit. Naturellement, la question que tout le monde se pose ces derniers temps est de savoir si la situation aurait pu être mieux gérée. Étant donné que l'administration semble improviser sur une grande partie de la politique concernant le détroit, ainsi que le fait que c'était littéralement la tactique la plus évidente que l'Iran pouvait choisir. L'une des plaintes les plus constantes venant de Washington ces derniers temps est que rouvrir le détroit se passerait plus facilement si elle recevait l'aide de ses alliés, notamment en Europe qui a largement maintenu un front uni. Ce n'est pas leur guerre, et ils sont furieux de ne pas avoir été avertis par les États-Unis avant la campagne. Par exemple, le chancelier allemand n'aurait eu qu'un préavis de 5 minutes avant les premières bombes. Pas le temps de faire plus que de se préparer un café, de prendre une grande inspiration et de laisser échapper un long et bruyant « Moller ». Ça va être un sacré bip. Pourtant, l'Europe ne peut ignorer l'aspect énergétique, vu sa forte dépendance au transport maritime par le détroit. Hier, le Royaume-Uni a annoncé une coalition Hormuz aux côtés de la France et des États-Unis, avec plus de 30 pays ayant désormais signé une déclaration conjointe s'engageant à déployer les efforts appropriés pour garantir un passage sûr par le détroit. Le Royaume-Uni prévoit de diriger les opérations de déminage en utilisant des chasseurs de mines autonomes, des systèmes qui sont entrés en service dans la Royal Navy l'année dernière. L'idée est de neutraliser d'abord toutes les mines iraniennes potentielles, puis de passer progressivement à l'escorte du trafic commercial. Tout cela est excellent et pourrait vraiment aider à rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz. Cela dit, il faut rester réaliste quant à l'ampleur de l'aide réellement disponible ici. Au moment où je vous parle, rien n'indique que l'Iran ait effectivement posé la moindre mine. Et ils ont annoncé aujourd'hui que tout navire non ennemi, c'est-à-dire tout navire qui n'est ni israélien ni américain, est libre de transiter en coordination avec eux. Au cours des 2 premières semaines de mars, environ 89 navires iraniens et internationaux ont pu passer. Le détroit comptait auparavant plus de 130 passages quotidiens, mais ce n'est pas un no man's land miné, a précisé la coalition. L'objectif final, déminer puis escorter le trafic commercial, est l'étape où le plan rencontre des difficultés. Le même mur auquel toutes les versions de « il suffit d'escorter les pétroliers » se sont heurtées depuis le début de la guerre.
Observez ce qui s'est produit lorsque les États-Unis ont agi de même durant la guerre des pétroliers des années 1980. L'Amérique a mis les pétroliers koweïtiens sous pavillon américain et escorté 270 navires sur 127 convois en un an lors de l'opération Ernest Will. Cela a-t-il fonctionné pour la plupart de ces navires ? Oui, bien sûr. Est-ce que 270 navires en un an, c'est quelque chose d'extraordinaire ? Non, pas vraiment. Cela n'a jamais permis de retrouver les volumes d'avant la crise, et dès le tout premier convoi, le pétrolier Bridgeton, passé sous pavillon américain, a heurté une mine iranienne. En 2026, les chiffres sont encore pires. Les analystes navals de Lloyd's List ont estimé qu'un convoi de base nécessite 8 destroyers pour protéger seulement 5 à 10 navires commerciaux par convoi. Même avec des hypothèses optimistes, les escortes pourraient rétablir 10% du trafic d'avant-guerre. Les navires de soutien alliés aideraient sûrement davantage dans cette mission. Mais nous sommes toujours loin du compte par rapport à ce qui est tant nécessaire pour mener les affaires comme d'habitude. Cela repose en partie sur un problème plus profond, supposant qu'on aurait pu empêcher ce choc sur les prix du pétrole et du GNL. Mais de notre point de vue, cela semble un peu naïf. La tactique iranienne la plus souvent évoquée consistait à cibler les infrastructures énergétiques et à menacer les navires dans le détroit, car il est difficile de contrer cette tactique. La République islamique est réputée pour son vaste arsenal de drones, souvent peu coûteux à produire mais capables de causer d'importants dégâts à des navires non armés. Étant donné la longueur du littoral que Téhéran possède dans cette région, une campagne aérienne seule n'aurait jamais suffi, en réalité, à garantir un passage sûr. Gardez à l'esprit que Téhéran n'a pas besoin d'une présence navale complète, avec des navires bloquant physiquement le détroit. Il suffit d'un groupe de soldats du CGRI avec un drone et un pétrolier n'a aucune chance. Il est plus difficile d'écarter la critique selon laquelle l'administration aurait dû tout préparer avant la première bombe. Une meilleure coordination avec les alliés sur les escortes et une planification des assurances auraient limité la panique. Et pour couronner le tout, la réserve stratégique de pétrole, qui n'était remplie qu'à 58% au début de cette guerre, aurait offert à Washington plus de marge pour absorber le choc initial. Mais au bout du compte, il est difficile d'imaginer une guerre avec l'Iran sans qu'il y ait une crise majeure dans le détroit d'Ormuz. Et cette crise influence désormais les calculs de presque tous les pays de la région. Alors que Washington tente de limiter les répercussions, les États du Golfe, ciblés par les attaques les plus fortes, tirent des conclusions très différentes sur la suite à donner. Nous reviendrons sur ces coups dans un instant. D'abord, un mot sur notre nouvelle initiative, Frontstoco, notre site d'abonnement pour aller plus loin que les gros titres. Actuellement, cela implique beaucoup de contenu supplémentaire sur l'Iran, en plus de ce que nous publions sur la chaîne principale. Nous avons récemment publié des articles sur le détroit d'Ormuz, la menace des cellules dormantes iraniennes et un portrait du groupe d'opposition MEK, ainsi que des vidéos exclusives analysant la stratégie défensive de Téhéran et montrant à quoi ressemble la vie des gens ordinaires en Iran pendant cette guerre. Nous couvrons aussi le Liban, l'Ukraine et des conflits moins médiatisés comme le Soudan, pas seulement la guerre en Iran. Pour seulement 5 $ par mois, vous avez accès à tout cela avec au minimum 2 vidéos exclusives et 2 articles par semaine. Et nous insistons sur le mot « minimum », parce que nous avons maintenant commencé à faire encore plus, comme notre podcast Iran Daily Dispatch, qui suit les événements de la guerre jour après jour. C'est Frontstoco, seulement quelques dollars par mois. Et maintenant, revenons au coup que cette guerre a imposé au monde. Des tendances comme celle-ci. On se perd facilement dans le flot d'informations quotidien et on oublie la vue d'ensemble. Nous avons régulièrement abordé ce sujet sur Warfront et je souhaite élargir à nouveau la perspective sur les implications à long terme pour Téhéran dans la région. Il y a 4 semaines, le Golfe restait totalement en dehors de cette guerre. Point final. Le Moyen-Orient, dans son ensemble, n'était pas forcément favorable à Téhéran, mais peu enclin à s'y opposer. Ce consensus s'est effondré à une vitesse fulgurante, et ces derniers jours, la région au sens large a vraiment commencé à basculer. Avant la guerre, l'Arabie saoudite était très clairement en accord, du moins publiquement, avec cette approche. Riyad a clairement refusé l'utilisation de ses installations ou de son espace aérien pour des frappes contre l'Iran. Le prince héritier Mohammed Ben Salman l'a directement dit au président iranien Massoud Pezeshkian lors d'un appel avant les frappes. En privé, des rapports suggèrent que le royaume a discrètement encouragé l'administration Trump à agir. Mais peu importe ce qui se passait à huis clos, la version officielle tenait. L'Arabie saoudite n'était pas partie prenante à cette guerre. Après près d'1 mois à encaisser des frappes iraniennes, l'Arabie saoudite semble de plus en plus prête à ne plus rester en retrait. Selon le Wall Street Journal, Mohammed Ben Salman a déjà ouvert la base aérienne du roi Fahd, dans l'ouest du pays aux Américains, et est proche de prendre la décision de participer directement aux attaques contre l'Iran.
Donald Trump, interrogé sur le prince héritier, a dit aux journalistes « Oui, c'est un guerrier, il combat à nos côtés ». Ce serait une décision absolument remarquable si Riyad allait effectivement de l'avant et rejoignait la coalition d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas vraiment une nouveauté que l'Arabie saoudite n'est pas la plus grande admiratrice de la République islamique. Et même si les bombardés réellement représenteraient une énorme escalade de leur part, ce qui compterait surtout, c'est aux côtés de qui ils combattraient. Cela entrerait vraiment dans les livres d'histoire. L'Arabie saoudite n'a pas officiellement reconnu le droit d'Israël à exister. Même lors du lancement des accords d'Abraham sous Trump, Riyad s'est resté à l'écart. Quelle que soit la relation qui s'est développée au cours de la dernière décennie ou des 2 dernières, elle a toujours été menée à distance et enveloppée dans suffisamment d'ambiguïté diplomatique pour que le royaume puisse dire de façon plausible « Hein, c'est quoi Israël ?» Jamais entendu parler d'eux, que l'Arabie saoudite participe à une opération militaire aux côtés des forces israéliennes, même de façon limitée et sans adhésion officielle à la coalition. Ce serait un sacré développement et cela indiquerait qu'une reconnaissance plus large de Jérusalem pourrait être envisagée à l'avenir avec l'accent sur le mot « pourrait ». Avant la guerre, les Saoudiens s'alliaient à la Turquie et à l'Égypte pour former un bloc régional rival de celui mené par les Émirats arabes unis et Israël. La guerre forge d'étranges alliances, surtout quand un voisin bombarde vos installations pétrolières. Des indices montrent dans la région que d'autres que les Saoudiens envisagent aussi une action militaire contre l'Iran. Les Émirats arabes unis ont affirmé à plusieurs reprises leur droit à entrer dans le conflit au nom de la légitime défense, mais hier, ils ont renforcé leurs actions financières. Longtemps vus comme la Suisse du Moyen-Orient pour les services financiers, offrant leurs services à tous, ils ont pris la décision inédite de menacer de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens sur leur sol. Et, croyez-nous sur parole, cela représente une grande partie des réserves étrangères de l'Iran. C'est ici que la majorité des responsables du régime ont transféré jusqu'à 1,5 milliard de dollars lors des manifestations de janvier dernier. Et puis il y a le Liban qui, il y a quelques années à peine, était le joyau de la couronne du réseau régional de l'Iran. Nous avons déjà expliqué que la tolérance du pays envers le fait que le Hezbollah opère sur son territoire et l'entraîne sans cesse dans des conflits pour le compte de Téhéran semblait toucher à sa fin. Mais hier encore, Beyrouth a élargi son champ d'action, passant du Hezbollah en particulier à l'Iran plus généralement, puis a expulsé l'ambassadeur d'Iran. Le moment de cette expulsion n'est pas un hasard, car la situation sur le terrain dans le sud du Liban s'aggrave rapidement. Le chef d'état-major de Tsahal, Iyal Zamir, a approuvé dimanche des plans pour faire avancer les opérations terrestres ciblées et les frappes, décrivant ce qui s'annonce comme une opération prolongée. Les raids relativement limités qui se poursuivent depuis la mi-mars semblent de plus en plus être la phase initiale de quelque chose qui risque d'être bien plus important. Mardi, les médias israéliens ont indiqué que le gouvernement mobilisera 400 000 réservistes pour renforcer les opérations terrestres au sud du Litanie. Pour mettre ce chiffre en perspective, 400 000 représente la majeure partie de la réserve israélienne. C'est un signe clair d'une intervention massive imminente. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré explicitement que les FDI maintiendront une zone de sécurité dans le sud du pays jusqu'à ce qu'elles estiment que la menace du Hezbollah soit résolue. Et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui fait habituellement figure d'exception en matière de politique ultra-radicale, a appelé à l'annexion de la région après la guerre. Axios a rapporté ce mois-ci que des responsables israéliens ont décrit en interne l'ampleur prévue comme massive, comparable à Gaza. Hezbollah, bien qu'interdit récemment par le gouvernement libanais, poursuit ses frappes quotidiennes contre Israël. Et ce qui rend tout cela particulièrement frustrant, c'est que le président libanais relativement nouvellement élu, Joseph Aoun, doit être considéré comme le meilleur allié que Jérusalem puisse raisonnablement espérer avoir à Beyrouth. Et il a présidé à une situation d'unité interconfessionnelle rare entre les divisions chrétiennes, chiites et sunnites qui ont paralysé le pays pendant des décennies. Pourtant, malgré tout, les FDI semblent déterminés à lancer une campagne terrestre, risquant de faire du gouvernement libanais le plus coopératif une victime collatérale potentielle. Au moment précis où Beyrouth rompt volontairement ses liens avec Téhéran. C'est donc là que nous allons nous arrêter. Aujourd'hui, vendredi n'est plus qu'à 2 jours, marquant notre premier test du délai prolongé par Trump, alors que l'invasion du Liban est imminente. En plus de tout ça, nous pensons que vous reviendrez ici très bientôt. Peut-être que Paula Marquette devrait commencer à miser sur quelqu'un. La prochaine fois que je m'échapperai du sous-sol et que je reverrai ma famille, et sur ce, merci de regarder.